Bonjour sur le plateau de Cardio Online au sein des Journées européennes de la Société française de cardiologie à Paris. Je suis Guillaume Bonnet, je suis un des membres du Collège des cardiologues en formation, un groupe jeune. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Dominique Imbert pour discuter du suivi post-avis. Bonjour. Bonjour Guillaume. Donc on va essayer de jalonner un petit peu le suivi post-avis. Je pense qu'il y a des grands focus à faire. Le premier plan, c'est une complication rare mais très grave, c'est l'AVC post-procédure. Oui, bien sûr, l'AVC, ça reste bien sûr la complication la plus dramatique du TAVI avec le décès. Et même si c'est un petit peu, avec les prothèses de nouvelle génération, en train de diminuer, puisque classiquement ce risque est de l'ordre de 4%, on est probablement plutôt maintenant autour de 2 à 3%, ça reste une complication qui est dramatique et qui arrive de temps en temps. Alors, il y a bien sûr les AVC aigus qui sont liés à la procédure elle-même, les traumatismes endovasculaires des cathéters qui sont donc liés à la procédure, mais il y a surtout les AVC qui surviennent dans les jours qui suivent, subaigus, et dont on sait qu'ils sont très très corrélés aux nouveaux accès de fibrillation auriculaire. Donc, un des points de surveillance du TAVI, ça va être vraiment de monitorer les patients, au moins les 3-4 premiers jours, mais peut-être plus, ça on ne le sait pas bien, pour détecter ces fibrillations auriculaires qui sont extrêmement fréquentes. 10 à 30% des patients après un TAVI vont développer des accès de fibrillation auriculaire, et ces accès de fibrillation FA vont prédisposer au risque d'AVC. Et en fait, on peut dire qu'il n'y a pas d'AVC post-TAVI en l'absence de nouveaux accès de FA. Donc, l'AVC, c'est la conséquence corollaire de la fibrillation auriculaire post-TAVI. Et ça soulève bien sûr, d'une part, la surveillance de ces patients, le monitorage continu, la durée de ce monitorage, et bien sûr la prévention avec les traitements anticoagulants, antiplaquettaires actuellement, qui sont bien sûr actuellement encore le traitement standard, 1 ou 2 antiplaquettaires, mais peut-être bientôt, en fonction des résultats des études qui sont en cours, d'autres anticoagulants, comme les anticoagulants eurodirects, qui seront peut-être une des réponses à la prévention des accidents vasculaires cérébraux du TAVI. C'est un sujet en soi. Donc on parle de troubles du rythme, d'AVC, donc on comprend que ce n'est pas que la phase aiguë, c'est aussi un peu à distance. Et dans cette surveillance un petit peu de troubles du rythme, il y a aussi le trouble de conduction. Alors est-ce que vraiment on a quelque chose d'un peu plus homogène au niveau de l'indication de pacemaker post-TAVI, des fois peut-être mis trop précocement, des fois peut-être mis trop tard. Donc est-ce que vous avez des choses un peu plus à nous dire? Donc la surveillance de l'électro post-TAVI, c'est d'une part pour détecter les excès de FA, on l'a vu, mais c'est aussi et presque surtout pour détecter les troubles de conduction de haut degré qui vont conduire à la mise en place d'un pacemaker. C'est une question qui reste extrêmement difficile, car actuellement les recommandations sont extrêmement floues, d'une part. Deuxièmement, les prothèses de nouvelle génération ne permettent pas de diminuer ce risque de troubles de conduction aigus. Au contraire, il semble qu'on stagne dans une zone de 10 à 15% de taux de pacemaker post-TAVI, donc ça reste un taux qui est très élevé. Et les critères d'indication sont encore difficiles à évaluer précisément pour un patient donné. Alors, il y a des cas simples. Le patient qui a un trouble de conduction aigu pendant le TAVI avec un bloc complet dépendant de la stimulation aura son pacemaker tout de suite. Ah oui. D'autre part, un patient qui sort de la salle de cathé avec un étau strictement normal, des QRS fins PR normales, n'aura pas. La question ne se pose pas. Donc la question, c'est pour les patients intermédiaires et principalement pour les patients qui ont un bloc de branche gauche. Ces patients-là, ils sont 30% des patients post-TAVI ont un bloc de branche gauche. Et pour ces patients-là, la question est difficile. Alors, parce qu'on sait que le bloc de branche gauche est corrélé au risque de mort subite après TAVI, et donc ce bloc de branche gauche a une signification pronostique importante. Faut-il mettre des pacemakers à tous les patients qui ont un bloc de branche gauche? Bien sûr que non, parce que là, on va implanter beaucoup de patients qui auront des pacemakers qui ne serviront jamais à rien. Oui. Donc, le problème est de savoir discriminer ces patients qui auront besoin d'un pacemaker. Alors, ce qu'on peut dire déjà pour un petit peu scinder le problème, on sait que plus le QRS est long, plus le risque de mort subite est important. Donc, parmi les patients qui ont un bloc de branche gauche, on peut avoir un cut-off de l'ordre de 160 millisecondes. On sait qu'en deçà de 160 millisecondes, les patients ont un risque de mort subite qui est relativement faible. Mais au-delà de 160, le risque de mort subite est important. Suffisamment élevé et pour donc, à ce moment-là, l'indication du pacemaker va être plus importante. Il y a d'autres facteurs qui sont bien sûr à prendre en compte. L'espace PR est important à prendre en compte. S'il s'allonge d'un jour à l'autre, c'est un argument pour mettre un pacemaker. Et donc, c'est un ensemble de choses avec à la fois l'évolution de l'électrocardiogramme d'un jour à l'autre, la durée du PR, la durée du QRS, qu'on va décider de mettre un pacemaker ou pas. Après,
les stratégies peuvent varier en fonction de si l'on veut faire sortir les patients extrêmement tôt ou pas. Si on décide qu'un patient de sortir à J2, J3 ou J4 après un TAVI, eh bien là, je crois qu'il faut être assez large dans l'indication des pacemakers parce que les troubles de conduction peuvent apparaître à retardement. Si par contre, on considère qu'un patient, pour une raison ou pour une autre, peut rester jusqu'à une semaine, 10 jours après un TAVI, on peut à ce moment-là donner le temps de revoir la séquence d'électrocardiogramme et puis voir en fonction de l'évolution de l'électro si vraiment l'indication se pose, sachant que je crois qu'un patient qui est âgé, qui a un bloc de branche gauche très large après un TAVI, qui a éventuellement un PR qui est un petit peu allongé, pour vous, il n'y a pas de discussion. Doit avoir un pacemaker. Du bon sens, d'accord. Le dernier point, donc on a vu que l'insuffisance aortique est un problème un petit peu moins important en post-TAVI. Et là, il apparaît un peu plus, notamment au congrès, c'est thrombose de TAVI infraclinique. Alors, est-ce qu'on fait un scanner cardiaque? La question finalement en pratique, c'est est-ce qu'on fait des scanners cardiaques un peu plus facilement? Et est-ce qu'on en sait un peu plus sur ces fameuses thromboses de TAVI infracliniques? Alors c'est un sujet très intéressant qui a été donc, commencé avec un papier de New England de l'équipe de Macar à Los Angeles en 2015, qui a montré effectivement que 10 à 15% des patients à qui on fait un scanner systématique après un TAVI sans signe clinique, ont des images d'hypodensité au niveau des feuillets qui sont très évocatrices de thrombose et qui disparaissent sous traitement anticoagulant. Donc cette question, bien sûr, pose d'énormes interrogations en termes de pronostic de ces images scanners. Est-ce qu'elles ont une relation avec d'éventuels accidents thromboemboliques dans l'avenir? Est-ce qu'elles ont un rapport avec d'éventuelles thromboses obstructives de la prothèse dans l'avenir? Est-ce qu'elles ont un rapport avec la durabilité de la prothèse dans l'avenir? Tout ça, on ne le sait pas. Donc actuellement, les recommandations ne sont certainement pas de faire des scanners à tous les patients, parce qu'on aura des patients qui auront des images infracliniques dont on ne saura pas quoi faire. Et par contre, ce qu'il faut, c'est être extrêmement vigilant avec des échographies régulièrement. Et on sait que les thromboses cliniques peuvent arriver avec des définitions qui sont en général associant une augmentation du gradient d'au moins 50% par rapport au gradient post-TAVI immédiat, des images de feuillets qui sont moins mobiles et des images d'épaississement des feuillets. Donc je crois qu'il faut rester pragmatique. Actuellement, on ne se posait la question que lorsque l'échographie montre un argument ou un autre en faveur d'une thrombose obstructive ou clinique et réserver le problème des thromboses infracliniques aux études qui sont en cours, qui par exemple comparent actuellement le traitement antiplaquettaire standard avec les anticoagulants oraux directs pour savoir si dans ces populations, les images scanners sont plus ou moins fréquentes en fonction du traitement obtenu. Et il est possible qu'une fois qu'on aura démontré ou pas qu'un traitement anticoagulant oral direct, par exemple, est plus efficace en termes de prévention de ces images infracliniques, plutôt proposer ce traitement aux patients. Mais encore une fois, actuellement, on n'a pas aucun argument pour dire que ces images de thrombose infraclinique qui apparaissent et qui disparaissent dans le temps ont une relation certaine avec des accidents cliniques des patients. Je vous remercie beaucoup. Je retiens des éléments simples. La surveillance du trouble du rythme en post-procédure, même jusqu'à loin. On sait que la FA est pourvoyeuse quand même d'une complication qui est très grave comme l'AVC. Le trouble de conduction, être attentif vraiment à l'élargissement du QRS, même un petit peu à distance. Et enfin, les thromboses de TAVI infracliniques, qui reste un débat avec la mise en place ou pas de traitements anticoagulants oraux directs. Merci beaucoup en tout cas. Merci Guillaume.